Chers auditeurs de Eno, c'est un plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie de notre thématique sur les répétiteurs. Dans cet épisode, nous allons examiner l'éthique des maîtres de maison et la moralité qu'ils doivent incarner. Pour en parler, nous accueillons Kwame Bonin, coach scolaire. Quant à moi, je suis Meshak Nyaro. Coach Kwame, bonjour. Bonjour Meshak. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé le nom. Ah oui, ça c'est parfait. D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons des répétiteurs. Dites-nous pourquoi est-ce qu'il est crucial qu'un maître de maison ait une bonne moralité? J'aime beaucoup le mot crucial parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où les valeurs sont en chute libre et la moralité est enfermée dans l'armoire, dans la chambre et on sort sans. Tout le monde se permet tout et n'importe quoi au nom des fois d'une certaine... comment ils appellent ça, un buzz ou bien d'une soi-disant démocratie. Et l'avenir des enfants aujourd'hui est... Non, ce n'est pas l'avenir des enfants, c'est la personnalité des enfants. L'équilibre mental des enfants est aujourd'hui une des conditions pour lesquelles les parents se battent au quotidien. Tout parent qui se respecte vous dira que tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède n'est rien face à la vie de son enfant. Or, la vie de cet enfant-là, aujourd'hui, est ballottée entre le parent, qui souvent n'est pas là, le personnel de maison, qui fait ce qu'il veut, les écrans, pour ceux qui ne sont pas intéressés, on les laisse, on essaie de contrôler comme on peut. Et justement, dans le lot du personnel de maison, il y a aussi ces répétiteurs lorsqu'on leur fait appel, et l'école aussi, avec tout ce que cela englobe comme... images, bagages et tout ce que vous voulez. Donc, il est important que ces acteurs-là, qui sont en lien, en contact direct avec les enfants en l'absence des parents et contribuent à la construction de la personnalité de ces enfants-là, il est important que ces personnes-là, ces acteurs-là, aient une moralité, j'ai failli dire, efficace, une moralité positive, une moralité de haut niveau pour justement garantir dans l'esprit des parents garantit justement un épanouissement sain de ces enfants-là, de la personnalité de ces enfants-là qui vont devenir les responsables de demain. C'est crucial, voilà le bon mot, c'est crucial aujourd'hui face à tout ce que nous avons comme dérive, déviation, dépravation, déséquilibre et que voulez-vous dans notre société. Avant, je me souviens encore, les jeunes que nous étions, les parents nous gardaient à l'œil pour que les garçons ne s'approchent pas trop des filles et que les filles ne s'approchent pas trop des garçons parce qu'il y avait le risque, voilà, et de tout ce que l'adolescence pouvait créer. Aujourd'hui, le risque est partout. Le jeune garçon court le risque avec les jeunes filles et avec les jeunes garçons et avec les grandes personnes, autant hommes que femmes. De même que pour la jeune fille aussi. Du coup, il est, entre guillemets, en sécurité nulle part que avec ses propres parents eux-mêmes. Donc, ces acteurs-là qui viennent suppléer les parents doivent avoir cette garantie-là de moralité de très haut niveau pour permettre aux parents d'aller travailler en paix et de ne pas être plutôt toujours sur le qui-vive. Si jamais le téléphone sonne, on a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Voilà, c'est horrible, c'est horrible. Alors, dites-nous, en quoi doit consister cette bonne moralité du répétiteur? Ah ben justement, la dernière fois, on en a parlé. Oui. Le professionnalisme de très haut niveau, de savoir ce pourquoi il est là, de savoir qu'il n'est pas là pour refaire un cours, il n'est pas là pour faire ami, il n'est pas là pour jouer le rôle de... Il peut jouer le rôle de grand frère, mais ce n'est pas obligé. Et s'il n'a pas les ressources, le calibre, les capacités pour ça, il ne faut pas se forcer, ok? Il n'est pas là pour prendre la place du papa. Il n'est pas un papa par procuration. Non, du moins un parent par procuration. Non. Il est là pour faire un travail bien précis, dans un cadre bien précis. Il le finit et il dégage. Faut pas se substituer à un autre acteur de la famille. Lorsque vous vous rendez compte que l'enfant en question est un enfant unique, ou bien il y a un trop grand écart entre lui et la fratrie, peut-être que c'est lui le Benjamin alors que son grand frère, lui est en 6e, son grand frère en 2e année.
ou alors l'inverse. C'est lui le grand frère, il est en 5e et puis son petit frère vient juste de naître. Donc, il n'est pas seul a priori, mais en réalité, il est seul parce qu'il n'a pas un père avec lequel échanger par rapport aux réalités qu'il vit. Donc, quand il voit le répétiteur, entre guillemets, un peu jeune, un peu sympa, bon, allez, c'est parti. On fait 45 minutes de cours et on fait 20 minutes de causerie. Des fois, après, ça change. On fait 20 minutes de cours et 60 minutes de causerie. Et des causeries qui, de causerie en causerie, vont créer certaines familiarités, vont créer un rapprochement. Et, vous savez, dans la familiarité, on n'arrive pas à voir la ligne rouge qu'on franchit. Dans la causerie, dans la rigolade, on a vite fait de se toucher, on a vite fait de se donner des tapes, et c'est dans le toucher, c'est dans les tapes là qu'il y a des caresses, et c'est dans les caresses qu'on va vite se retrouver dans des positions inavouables et inavouées. Et donc, ce genre de dépassement, je vais dire ça comment, ça dit, c'est de dérapage. De dérapage, merci pour le mot. Ce genre de dérapage là, il faut justement être suffisamment professionnel dans son esprit pour savoir à quel moment on est en train de franchir la ligne rouge et se ressaisir. Mais comme dites-nous, le fait par exemple pour une famille d'intégrer ou de considérer le répétiteur comme un membre de la famille, est-ce que ça ne pourrait pas entraîner de meilleurs résultats chez l'enfant? Dans la pratique du coaching scolaire, il y a une loi. C'est que le coach n'est pas un frère. Donc, la familiarité n'a pas sa place. Parce que le coach doit être capable de dire la vérité au coaché sans trembler et sans a priori. Si la chose c'est blanc, tu dis blanc. Tu ne dis pas, bon, écoute, comme c'est toi, en fait, en réalité, c'est pas ta faute, hein. Donc, on va faire comme si c'est gris, mais bon, ok, on va voir, bon. Non. Ça, on n'est pas en train d'aider le coaché. Et le répétiteur est dans le même sillage, est dans la même technique, dans la même optique. Lorsque l'enfant n'est pas concentré, il n'y a pas une autre manière de le dire que de manière la plus simple possible. Il n'est pas concentré. Et pour celui qui n'est pas concentré, il y a des techniques à appliquer. Soit c'est bon, soit ce n'est pas bon. La familiarité va amener à vouloir trouver des alternatives, à vouloir trouver la meilleure manière, à vouloir à quoi on est d'au-delà là. C'est le quoi on est d'au-delà là qui amène justement des situations pas possibles, ingérables. Quand c'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. L'enfant est bête. Bon, enfin, aucun enfant n'est bête. Oui. Mais il n'a pas bien travaillé, c'est qu'il n'a pas bien travaillé, point. Ça veut dire qu'il n'a pas appris ses leçons, il n'a pas fait ses devoirs, c'est qu'il n'a pas appris, c'est qu'il n'a pas fait ses devoirs. Il a été paresseux, oui, il a été paresseux, point, c'est tout. Et on met un règlement en place. Si tu es paresseux, si tu fais preuve de paresse et tu ne fais pas ton devoir, tu as une mauvaise note, il y a une sanction qui suit, on se met d'accord dessus. Et quand vient le moment, la sanction vient, il n'y a rien à faire. Ou quand l'enfant se réveille. Mais la familiarité fait que avec le parent, on devient complice. Avec l'enfant, on devient complice. Les sanctions n'ont plus lieu. On rigole de tout. On dit, bon, ok, on espère que ça va aller. Et on a vite fait de mettre ça sur les bonbons. Et puis, très vite, la situation devient une situation dans laquelle l'enfant pense que le non-effort, le fait de toujours compter sur le répétiteur, voilà, c'est une faveur qu'on lui fait. Il vit dans un monde de bisounours et il ne se rend pas compte qu'il est en train de creuser sa propre tombe. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la familiarité est à proscrire systématiquement, impérativement dans le travail du répétiteur. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il y ait absence de petite familiarité risque d'emmener trop de rigueur, trop de zèle? Est-ce qu'on ne risque pas d'être dans une ambiance trop carrée avec l'enfant? Lorsque vous êtes répétiteur, avant de commencer le travail, vous faites un diagnostic et vous savez de quoi souffre l'enfant. Il y a de ces enfants qui n'arrivent pas à gérer le stress en face d'un certain enseignant. Mais si l'enfant a peur de la présence physique d'un enseignant, ce n'est pas naturel. Enfin, c'est naturel, oui. En fait, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Si l'enfant a peur de la présence physique d'une personne adulte devant lui, ce n'est pas fortuit. Oui, ce n'est pas fortuit, c'est naturel. C'est parce qu'il est en train de revivre quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une certaine familiarité
entre lui et ses parents. Ses parents sont du genre qui donnent des ordres et ils attendent que lui, il l'exécute. Et donc, quand il retrouve quelqu'un qui est dans la posture de ses parents, il est tout aussi stressé que lorsqu'il se retrouve en face de ses parents. C'est naturel. Lorsque vous vivez la même situation dans un autre environnement, votre corps va réagir de la même manière. Je sais pas si vous voyez. Donc, lorsque le répétiteur fait ce diagnostic-là et identifie ces problèmes-là, il peut avoir des techniques pour permettre à l'enfant d'assimiler en utilisant justement soit de l'humour, soit un certain vocabulaire un peu assoupli, en évitant justement cette rigueur dictatorienne-là, pour que l'enfant ne soit pas stressé. Mais ça ne veut pas dire qu'il devient pote avec l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il devient son ami et qu'on va se rouler par terre, rien rigoler, pas possible. Non, c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il crée un environnement favorable pour que l'enfant puisse assimiler en ne revivant pas les conditions stressantes. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est comme ça que le professionnel, dès le départ, pose le diagnostic. Et c'est la manière et les techniques à utiliser pour permettre à l'enfant d'évoluer sans tomber dans la familiarité. Super. Alors, en dehors du professionnalisme, quelle est l'autre qualité essentielle que doit incarner un bon répétiteur? L'honnêteté. 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 Vous dites à un enfant que vous venez à 14 heures, il faut qu'à 14 heures vous soyez là. L'enfant doit être habitué à votre honnêteté. L'honnêteté inclut la ponctualité. L'honnêteté inclut la sanction. L'honnêteté, la sanction va de pair avec la récompense. Quand tu as de bonnes notes, je te récompense. On se met d'accord sur le type de récompense. Quand c'est des mauvaises notes, on se met d'accord sur le type de sanction. Et si vous êtes rapide pour les sanctions, mais vous ne donnez pas la récompense, l'enfant ne fera pas d'effort. Oui. Il faut que vous soyez honnête. Ce que vous avez dit, il faut le faire. Il a dit que je serai là mardi et jeudi. Il n'y a pas un mardi, il n'y a pas un jeudi où tu n'es pas là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es là. Il faut que l'enfant sache que ce que tu as dit, tu vas le faire. Tu as dit que vous allez travailler pendant 4 mois. Au bout de 4 mois, il faut que ça soit terminé, fini. Tu n'es plus là, tu ne viens plus. L'enfant te respecte pour ça. Ah oui, c'est ça. Cette honnêteté-là met les parents dans les conditions de confiance et de garantie. Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Celui qui navigue à vue, qui vient par hasard, qui fait le tout par hasard, qui vient pendant toute l'année scolaire, on ne sait pas trop si ça va marcher, on lui demande de y aller les cours. Et pour les examens, ah, elle est mal aussi. Comment ça, elle est mal aussi? C'est toi qui fais le travail. C'est toi qui as préparé l'enfant. C'est toi qui dois savoir si l'enfant peut ou pas réussir. Il n'y a pas de elle est mal aussi. Dieu a déjà tout fait. C'est à toi maintenant de faire ce pourquoi tu es payé. Mais si tu viens et tu viens nous dire un truc par hasard, ça veut dire que tu n'es pas digne de confiance. Ton honnêteté n'aide pas. Et l'honnêteté-là vient du professionnalisme. Quand tu sais exactement ce que tu fais, quand tu es confiant des techniques que tu maîtrises et que tu viens appliquer, tu ne peux que dire ce que tu vas faire. Tu ne peux que faire ce que tu as dit. Ça, c'est clair. Mais lorsqu'on est à peu près dans le par hasard, là, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas ce qu'on est en train de faire. Aussi simple que ça. Professionnalisme, honnêteté. Maintenant, on se rend compte que dans la pratique, les parents choisissent les répétiteurs à tâtons, sans savoir vraiment qui est qui. Comment est-ce qu'on peut faire pour identifier ces qualités-là que vous avez citées chez un répétiteur? Et j'en viens directement à une autre question. Est-ce qu'il faut aller enquêter sur la vie privée de la personne qu'on reçoit, qu'on accueille comme répétiteur? Bon, alors tout de suite, la deuxième partie, oui. Enquêter sur le volet vie privée, ça ce serait assez fastidieux. Si vous avez des informations, tant mieux. Si vous n'avez pas de moyens d'avoir les informations, bon, arrêtez, ne poussez pas trop non plus. Si vous avez des doutes, vous pouvez poser des questions à des personnes de son entourage direct. C'est pour ça que, justement, pour revenir maintenant à la première partie de la question, c'est pour ça que le recrutement d'un répétiteur, je l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui, avec cette professionnalisation du métier sous monsieur, le recrutement doit se passer dans 2 différents cadres. Dans l'un ou l'autre, c'est pas c'est l'un ou l'autre. Soit dans une agence professionnelle, donc vous savez qu'ils ont leur bureau quelque part. Et quand vous vous adressez à eux, si jamais il y a une plainte, vous savez vers qui adresser la plainte. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un suivi possible. Donc, lorsqu'on détache, puisque les agences ont du personnel selon la proximité.
Donc, si vous habitez à Gouin, mais que l'agence que vous avez trouvée à son siège à Djidjolé, ça ne veut pas dire qu'on va vous détacher quelqu'un qui est à Djidjolé. Non, on va plutôt vous détacher quelqu'un qui habite à proximité de votre domicile là-bas à Gouin. Maintenant, à vous maintenant de poser la question à l'agence, ou bien à vous d'exiger que vous n'avez pas envie d'avoir un jeune célibataire, vous n'avez pas envie d'avoir un jeune qui s'habille mal, vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un qui, je sais pas moi, c'est-à-dire, vous posez vos critères, puis c'est vous qui payez. Donc, vous posez vos critères pour que l'agence puisse vous dégager quelqu'un selon le profil que vous avez exigé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, à vous de donner les caractéristiques de celui que vous voulez. Et là, à ce moment-là, ben voilà, c'est clair. Et si ça ne va pas, vous avez à qui vous plaindre. Les bureaux sont là, du moins a priori, c'est pas demain matin qu'ils vont déménager sans vous le dire. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est bon. Lorsque c'est l'école, le deuxième cadre où vous pouvez vous adresser, c'est l'école. Donc, l'école, vous vous adressez à l'enseignant qui intervient dans la classe de l'enfant. L'enseignant est sous contrat dans l'école. Donc, si vous voulez, c'est là où le deuxième volet de votre question peut aider. Si vous voulez connaître les dessous de la personne qui est l'enseignant, qui intervient déjà dans la classe et qui va venir chez vous à la maison, adressez-vous au directeur des études, adressez-vous à la direction de l'école. Ils vont vous donner les informations, exposer votre projet. Ils vous donneront toutes les informations nécessaires pour soit vous donner la garantie du sérieux de cette personne ou vous permettre de vous diriger vers quelqu'un d'autre. Ils ne vous diront sûrement pas toutes les mauvaises choses, mais la direction vous dira si la personne est la meilleure personne indiquée ou pas pour ce travail-là, selon ce qu'eux, ils ont comme information sur la vie privée de leur employé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les deux cadres idéaux où vous pouvez avoir les meilleures informations, c'est soit une agence professionnelle bien installée, tout ça, ou bien l'école de l'enfant où vous avez droit à toutes les informations possibles et imaginables. Lorsque vous-même vous y allez, vous prenez le voisin, le jeune du quartier, le tonton qui a été enseignant pendant je sais pas quoi, l'inspecteur à la retraite, l'oncle qui a fait Paris, qui machin truc là. Voilà, tout ce beau monde-là, oui, vous avez une idée de ce qu'ils vous montrent, mais vous ne connaissez pas leur réalité. Et lorsque vous commencez par enquêter, certains vous diront, d'autres ne vous diront pas, ça devient un travail fastidieux et ça fait un gros risque que vous courez. Donc l'idéal, c'est les deux cadres dont j'ai parlé, une agence professionnelle ou l'école dans laquelle l'enfant est inscrit. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque à ce qu'on choisisse un répétiteur qui a été identifié par un enfant, peut-être lors d'un TD où l'enfant l'a vu lors des travaux de groupe, il accompagne l'enfant parfois et l'enfant juge qu'il a une bonne compétence et il propose aux parents. Les enfants sont toujours intéressés par ce qui les arrange. Or, c'est pas tout ce qui les arrange à leurs yeux qui est bon pour eux. Même en terminale, les apprenants, des fois, font des choix qui peuvent leur être préjudiciables. Des choix d'enseignants, voilà. On aime bien les enseignants qui ne frappent pas. On aime bien les enseignants qui sont sympas. On aime bien les enseignants qui rigolent avec les enfants, racontent des histoires, font passer le temps. C'est-à-dire, ne nous font pas sentir élèves, tarés, tout ça. Bon, en même temps, les enseignants aigris, jaloux, là, bon, ok, eux non plus, c'est pas vraiment ça. Mais, vous remarquerez que lorsque un parent se donne le devoir d'être présent dans la cour de l'école de son enfant, il s'attache facilement à l'enseignant ou bien à des enseignants que les enfants n'apprécient pas. Oui. Parce que ce que lui voit en tant que parent, les enfants ne le voient pas. Les enfants vont préférer des enseignants, pas que les parents ne vont pas aimer, mais que les parents vont trouver un peu léger, que les parents ne choisiront pas pour un certain travail personnel particulier avec l'enfant. Parce qu'ils le trouvent un peu trop familier avec les enfants, un peu trop sympathique, toujours en train de rigoler, de s'amuser. On ne fait pas la différence entre lui et puis les grands enfants de la classe, avec les grands élèves de la classe. Il est confus, il est juste avec les enfants, là, non. Donc, on préfère celui qui est sévère, on préfère celui qui se fait respecter, on préfère celui qui incarne l'image parentale, on préfère celui qui, rien que sa présence, fait voler les mouches.
C'est-à-dire que tout le monde est droit, plus personne ne bouge. Voilà, c'est celui-là, c'est avec lui-là que tu vas travailler. L'enfant dit non, je ne vais pas dire non. C'est avec lui, c'est lui que j'ai payé, c'est lui que j'ai choisi, c'est avec lui que tu vas travailler. Point. Il n'y a rien à dire. L'enfant ne va pas vouloir, mais à la fin de l'année, les résultats donneront raison aux parents. Est-ce que dans ce genre de situation aussi, il n'y a pas risque que les cours ne soient pas bien assimilés par l'enfant parce qu'il ne se sent pas prêt ou ne se sent pas à l'aise avec le répétiteur choisi? Lorsque l'enfant ne se sent pas à l'aise, en fait, bon, ok. Lorsqu'une situation se passe où l'enfant ne se sent pas dans son élément, que ce soit à la maison avec le répétiteur, que ce soit à l'école, que ce soit avec ses amis, la première personne avec qui l'enfant va en discuter devrait être le parent. Donc, il faut que le parent crée un cadre de discussion, j'ai failli dire un cadre de discussion permanent, un cadre de discussion permanent, franc et sincère avec l'enfant, pour que l'enfant puisse dire ouvertement, sans crainte, ce qui le ronge, ce qui ne lui plaît pas. Si le répétiteur vient et vient déverser sur l'enfant toute son aigreur, oui. Si le répétiteur vient et parce qu'il est jaloux de l'environnement dans lequel on travaille, de la maison, alors qu'il voit chez lui, et il vient, il fait subir à l'enfant les misères que lui vit chez lui. Si le répétiteur vient et il ne prend pas le temps d'expliquer les choses à l'enfant, et l'enfant se retrouve encore, c'est-à-dire dans une situation pire que dans la salle de classe, jusqu'alors, j'ai failli dire que ce n'est pas grave. Mais il faut que l'enfant puisse le dire au plus tôt. Tant que l'enfant ne l'a pas dit, le parent ne va pas le savoir. Et tant que le parent ne le sait pas, il va continuer à payer le répétiteur. Je ne sais pas si vous voyez. Le contrat continue. Mais il suffit que l'enfant le dise, le parent doit faire quoi? Se réveiller. Et qu'il soit prêt à accepter. Il doit se réveiller. Si vous connaissez votre enfant, si vous savez qui il est, à la première alerte, vous réagissez. Mais si vous pensez qu'il s'amuse, après une ou deux alertes, vous devez prendre vos dispositions. Est-ce que vous allez venir vérifier? Est-ce que vous allez venir assister? Est-ce que vous allez discuter avec le répétiteur? En tout cas, il faut faire quelque chose pour savoir si ce que l'enfant dit est vrai ou pas. Je ne sais pas si vous voyez. Le répétiteur, pour se couvrir, il va dire non, que tout va bien. Maintenant, à vous de savoir comment poser les questions. Allez vérifier ce que le répétiteur dit. Je le dis et je le répète, le travail du répétiteur ne doit pas se passer en vase clos. Il faut éviter d'avoir la salle d'études là où ils sont seuls là-bas et puis vous ne savez pas ce qui se passe. Si vous avez construit, vous avez une salle d'études, tant mieux. Allez rester dedans. Allez vous asseoir au moins une fois par trimestre ou une fois par mois. Allez vous asseoir dedans pour voir ce qui se passe. Vous êtes juste spectateur, vous ne dites rien, vous vous asseyez et puis vous suivez, vous regardez. Là, le répétiteur sait que vous venez voir à ce moment. Il ne sait pas le jour où vous allez venir. Il va se tenir à carreau. Et vous verrez si l'enfant a raison ou pas. Je ne sais pas si vous voyez. Or, si vous n'avez pas créé l'environnement pour que l'enfant parle et vienne vous dire, l'enfant va garder. Et c'est quelque chose qui est en train de le détruire. Le répétiteur, non seulement détruit les performances académiques de l'enfant, mais en plus détruit la personnalité de l'enfant. Donc, l'année pour laquelle vous avez payé, vous aurez de mauvais résultats. Et après le travail du répétiteur, vous allez avoir une mauvaise personnalité pour votre enfant. Donc, il y a encore un autre travail que vous aurez à faire après. Il a détruit doublement. Parce que vous n'avez pas payé à l'enfant de venir parler. Donc, il faut que l'enfant puisse venir vous le dire, ce qui se passe. Il faut qu'il puisse venir vous dire que voici, voilà. Bon, en même temps, vous dire, les enfants, on sait qu'ils aiment bien exagérer. S'il en fait trop, vous le calmez. Bon, allez, c'est bon. C'est pas la peine. Tu es là pour travailler. Il faut pas ci, il faut pas ci, il faut pas ça. Donc, il faut créer ce climat-là, ce climat familial de confiance pour permettre à l'enfant de s'exprimer. C'est l'enfant qui va vous dire ce qui se passe. C'est l'enfant qui va vous dire ce qui se passe. C'est l'enfant qui va vous dire ce qui se passe. Le répétiteur ne viendra jamais vous dire que je ne fais pas bien mon travail. C'est pas possible. Il ne peut pas le dire. Il le dira jamais. C'est l'enfant qui vous le dit. Et vous, maintenant, vous venez vous asseoir et vous suivez et vous saurez. Aussi simple que ça. Justement, parlons des conditions. Quelles sont les bonnes conditions dans lesquelles il faut mettre et le répétiteur et l'enfant pour avoir de bons résultats et éviter surtout les dérapages? Ah oui, mais je me souviens, quand on m'a posé la question, il y a une scène qui m'est venue à l'esprit. Quand j'étais gamin, c'est quand mes amis venaient à la maison. Des fois, justement, on n'était pas là pour s'amuser. Bon,
souvent, on déconnait aussi. Mais des fois, c'était pour bosser. Mais c'est systématiquement, lorsque mes amis venaient à la maison, c'est à ce moment-là que maman trouvait toujours du travail à me donner. On t'appelle, on dit, hey, mon ami, viens me faire des mains ici, viens trier haricots ici, va au moulin ici. C'est-à-dire, il y a toujours un truc à faire, quoi. Donc, justement, vous voyez, ce genre de pression, ce genre de liste de tâches ménagères à faire, il faut s'organiser pour que, au moment où les heures de travail, les séances avec le répétiteur soient justement des séances qui sont dégagées de ça. Il ne faut pas que l'enfant soit sous pression, sachant que, répétiteur, au cabana Jolo, je dois aller faire truc avant que maman ne revienne. Cette pression-là empêche l'enfant de se concentrer. L'enfant n'est pas concentré sur le travail que vous faites, il est concentré sur ce qui va venir après, au risque d'être puni. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les conditions idéales, d'abord, c'est justement de permettre à ce que les tranches horaires soient clairement définies. Il y a un certain travail à faire, et après, le répétiteur vient de 16 à 18 heures, je ne sais pas trop quoi, entre 18 heures ou moins 18 heures 20, il doit au moins avoir un certain temps pour que soit il fasse rapidement le travail de maison que le répétiteur lui a donné avant la prochaine fois, soit qu'il prenne le temps d'assimiler tout ce qu'on lui a expliqué avant de fermer les cahiers, de les ranger, de passer à autre chose. Je sais pas si vous voyez. Donc, la pression pour les travaux ménagers, ça fait ce n'est pas un bon climat pour permettre à l'enfant de vraiment profiter de la prestation du répétiteur. Deuxième chose, qui est une fois arrivé, enfin pas une fois, qui est plusieurs fois arrivé pour certains, c'est que vous avez de ces familles qui ont un peu de moyens, qui disposent de chiens à la maison. Et les chiens, soit ils sont les chiens et les chats, et même des perroquets, enfin les animaux de compagnie. Soit il y en a qui sont en liberté et qui viennent gêner la séance. Oui. Soit il y en a qui sont des chiens méchants, qui sont enfermés dans leur niche. Et qui aboient. À tout va. Ils aboient pendant toute la durée de la séance. Et ça fait une distraction impossible à gérer. Parce que le chien, il fait son travail. Il a vu un étranger dans la maison, il alerte. Tant qu'on ne lui a pas dit de se calmer, lui, il fait son travail, on est d'accord. Maintenant, il faudrait trouver un cadre où le chien n'a pas vu sur l'assise où se passe la séance, pour qu'il se calme et laisse les gens travailler dans la paix et la sérénité. Je ne sais pas si vous voyez. Ça aussi, ce sont des conditions qui n'aident pas. Autre condition, c'est le style de vie de la famille. Vous avez des maisons où vous allez, c'est la petite sœur qui a besoin du répétiteur, pendant que le grand frère est en train de jouer la musique au salon, tu vois, et il y a l'autre sœur qui a reçu ses amis qui sont en train de causer de l'autre côté. Bon, alors, comme elle, c'est la petite, oui. Elle ne peut pas dire, elle ne peut pas parler. Oui. Quand le répétiteur va dire, waouh, c'est-à-dire on va le ramasser. Il se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Merci là-bas. Ici, c'est chez nous. Si tu n'es pas content, sors. Voilà, ce genre d'attitude que les parents ne voient pas. Mais quand on leur dit, ils n'y croient pas. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais ils disent non, mes enfants ne peuvent pas faire ça. Mes enfants ne peuvent pas... arrêtez ça. Donc, il faudrait donner des instructions claires pour que certaines choses, certains dérapages ne viennent pas entraver le bon travail du répétiteur. Il y a des maisons où il n'y a pas de... Enfin, bon, je ne vais pas parler de l'architecture de la maison, mais il faut quand même penser au climat de temps en temps. Il n'y a pas un autre endroit où le répétiteur peut rester avec l'enfant pour travailler en saison de pluie. Dès qu'il pleut, c'est que nous tous on va au salon. On est dans le même salon là que papa est assis, maman est là, quelqu'un est en train de manger, et puis toi tu es venu faire répétition. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Donc, bon, ça c'est des situations extrêmes qui arrivent et qui font que certains enfants, certaines familles n'arrivent pas à faire venir le répétiteur à la maison, mais laissent plutôt les enfants aller travailler dans les écoles ou dans d'autres où on va dire, bon, ok, c'est toi le répétiteur, l'enfant n'a qu'à venir travailler chez toi, avec le risque qu'il y a dedans. Je sais pas si vous voyez. Donc, les conditions physiques et les conditions, on va dire, sociales, voilà, tout ça là, ce sont des conditions dans l'environnement qui n'aident pas. J'ai cité quelques-uns, ça c'est les cas qui nous viennent. La liste est longue. Quand vous allez poser la question aux gens, maintenant ils vont vous raconter 10 000 choses qui leur arrivent. Donc, la liste est longue. Bon, alors, là, je vais vous faire sourire. La pression des parents.
vous avez des mamans seules, des mamans célibataires. Oui. Alors, le jeune répétiteur qui est bien sapé et qui vient, il fait son travail et on aimerait qu'après son travail, qu'il vienne faire un autre travail. Bon, là, là c'est franchement, bon, voilà quoi. Une parenthèse. voilà. Donc, il faut, voilà, ce sont des choses qui arrivent et qui font que certains, malgré leurs compétences, refusent ce genre de contrat. Ou ne réussissent même pas le travail. Voilà. Ils sont sous pression. Dès qu'ils rentrent à la maison, ils sont sous pression, ils n'y arrivent pas. Et il y a des fois où c'est les parents qui sont, on va le dire gentiment, ils sont discourtois. Parce qu'ils ont des moyens. Vous venez pour faire un travail, on vous parle comme à un, je sais pas, comme à un non-humain là. On vous méprise, voilà, mais ils payent bien. Mais on vous méprise à tel point que vous vous demandez, bon, qui m'a envoyé ici? Est-ce que c'est forcé? Voilà. Donc, ce genre de, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que le travail de répétition à domicile des clients, des fois, devient déplaisant. Et ça fait que certains préfèrent que vous veniez en agence, bien vous veniez à domicile de répétiteur avec ses conséquences. Voilà. En dehors de la familiarité dont vous avez parlé tout au long de l'émission, quelles sont les autres interactions qu'il faut proscrire entre le répétiteur et son élève? Mais justement, vous avez des élèves, vous avez des enfants, des apprenants qui, avec l'alimentation aujourd'hui, ont une certaine corpulence. D'accord? Donc, vous avez même des filles, même des garçons vous avez des filles et des garçons qui, malgré leur jeune âge, ne le font pas. Oui. Ils ont une corpulence, voilà, tout ça là. Et parce que vous êtes venu, il dit, ben, monsieur, j'adore beaucoup votre chemise, quoi. Et puis il insiste dessus, il dit, bon, ok, écoute, la prochaine fois, je t'emmène chez mon tailleur, bien, je te donne le mot de mon tailleur. Voilà, ce genre de discussion. Ou bien alors, c'est, bon, aujourd'hui, avec l'histoire des téléphones portables et tout ça, ou bien alors, c'est le gars qui est venu avec une moto, le jeune qui dit, ah, lui aussi, il adore la moto. Ouais. Ce genre de discussions qui vont sur le matériel qui est autour de nous, qui crée justement la familiarité. Ça peut être un besoin de l'enseignant, du répétiteur. Il est arrivé, on vient de lui annoncer que sa copine, bien sa maman a eu un souci là, il doit faire timonie, mais il n'y en a pas dans le quartier, il est là, il est stressé, et puis le jeune qui lui dit, ben écoute, moi j'ai 50 000 dans mon téléphone, je te le passe, et voilà, et puis on a pris le numéro, et après la séance maintenant, voilà, c'est les discussions sur WhatsApp à minuit, à 1h du matin qui continuent. Ouais, ce genre de situation qui amène, a priori, le répétiteur, il est resté droit dans ses bottes en bon pro. Je sais pas si vous voyez. Mais la situation a fait qu'il y a une porte qui s'est ouverte et puis paf, on s'est engouffré dedans. On a eu un cas où il y a un jeune qui a célébré son anniversaire. En fait, il n'a pas fait de fête. Mais ses amis ne savaient pas qu'il aurait une séance avec un répétiteur. Donc pendant qu'il était là avec le répétiteur, voilà, les autres ont débarqué avec des boissons, des choses. Et puis le répétiteur, les jeunes, les autres qui disent, ah monsieur, joignez-vous à nous. Et puis voilà, on boit, on s'oublie un peu, et c'est dans boire, on s'oublie là que papa est rentré, il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, pour le papa, c'est que le répétiteur, au lieu de faire son travail, il est venu se soumettre avec son enfant. Donc, ce sont des choses, ce sont des situations qui, vous êtes pro, vous savez ce pourquoi vous êtes là, mais c'est juste c'est à une seconde près, une petite décision là qui va faire que la porte va s'ouvrir, on va s'engouffrer dedans avec des conséquences qu'on ne pourra pas rattraper. Donc ce sont des situations, est-ce qu'il faut systématiquement éviter? Je ne dirais pas ça, mais il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment, mais alors là, vraiment faire attention. Là, je donne des trucs de manière générale. Quand vous êtes homme, jeune homme, répétiteur, que vous avez comme client une fille qui a une corpulence avec tous les arguments qu'il faut là, à mon avis, il faut vraiment faire attention, hein, parce qu'un petit tout de rien du tout, et paf, ça devient autre chose, franchement. Il faut faire attention. Très, très, très attention. Parlons du téléphone portable. Est-ce que vous pensez qu'il est... Vous en avez parlé brièvement, mais est-ce que vous pensez qu'il est idoine d'échanger en dehors des heures de cours, de travail? De préférence, non. De préférence, non. Parce que les échanges en messagerie et sur téléphone aujourd'hui portent préjudice, tôt ou tard, lorsque vous n'êtes pas dans la même classe sociale. Vous avez un contrat. Il est apprenant. Tu es répétiteur. Tant que le contrat court,
il n'y a pas d'échange amical possible, que ce soit face à face ou par téléphone interposé. Il faut le proscrire. À la fin du contrat, maintenant, quand tu n'es plus un répétiteur, si vous avez tissé des liens d'amitié par rapport à un sujet précis, vous avez une même passion, ou bien tu veux lui faire la coupe de je ne sais pas trop quoi, c'est à tes risques et périls. Tu le fais et tu en tireras les conséquences. Ça, c'est un individu avec un autre. À condition que l'élève soit majeur. Ça là, c'est ton problème. Toi, mais tu sais qu'il n'est pas majeur, puis tu veux rentrer dedans, c'est ton problème. C'est risque et péril. C'est un risque et péril. Ça là, moi, je ne suis pas dedans. Mais tant qu'il y a un contrat en cours, il faut éviter ça, absolument. Parce que ça a très vite fait de porter préjudice. Il y a de ces cas où de ces enfants qui, par mauvaise compagnie, se sont retrouvés dans des situations qui ont attiré la police. Et en fouillant le téléphone, on voit les conversations avec tous ceux qui sont dans son répertoire et on les convoque tous. Alors toi, le répétiteur, parce que tu as causé avec lui, qui t'a parlé de PS5, machin, tu dis oui, c'est bon, il faut m'en trouver. Tu as dit, il faut t'en trouver, non? Donc toi aussi, tu es complice du vol. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Non. Est-ce que tu as répondu au message? Oui. Est-ce que tu as écrit ça? Oui. Tu es complice. Est-ce qu'il y a comment pour te sortir de ça? La professionnalisation veut que pas de contact tant que le contrat est en cours. À la fin du contrat, tant que le contrat n'est plus là, si tu veux faire quelque chose, ça t'engage, toi. Mais tant que le contrat est en cours, le répétiteur, il doit éviter ça. Tant que le contrat est en cours, les rapports entre répétiteurs et élèves doivent être strictement dans le cadre de la séance de répétition en face à face. Point. Et professionnel. Et professionnel. Maintenant, qu'en est-il des rapports entre le répétiteur et le personnel de maison? Pourquoi il doit y avoir un rapport entre le répétiteur et le personnel de maison? Le personnel de maison est là pour faire une prestation pour la famille qui habite dans la maison. Le répétiteur ne fait pas partie de la famille qui habite dans la maison. Il ne doit pas y avoir d'échange. Bon, je ne vais pas jusqu'à dire échange, mais il ne doit pas y avoir cette relation-là entre le personnel de la maison et le répétiteur, puisqu'il n'est pas de la famille qui habite dans la maison. Que ce soit la domestique, le gardien, le chauffeur, le majordome, je ne sais pas moi, qui vous voulez, il n'a rien à faire là-bas. Parce que non, on est sympa, on l'aime bien. Oh, et puis toi aussi tu es là, allègrement, tu vois, et moi, sans l'enquête là, tu es qui dans la maison là pour dire sans l'enquête? Mais c'est ça. Mais ça, donc, quand tu rentres à la maison, le chauffeur est là, et puis il pleut. Bon, hey, chauffeur, va me déposer chez moi. Est-ce que c'est toi qui payes son salaire? Est-ce qu'il est là pour toi? Et d'abord, la voiture, est-ce que c'est pour toi? Et ça dit, non, il faut éviter ce genre de choses. Il faut les éviter parce que très vite, ça peut devenir autre chose. Et le personnel de maison, pour se couvrir, écoutez, dans notre langue, il a dit que quand il pleut des cailloux là, tout le monde couvre sa tête. Je ne vais pas couvrir la tête de quelqu'un. Donc le personnel de maison là, lorsqu'il y aura bonheur, ils ont vite fait de mettre ça sur la tête du répétiteur, puisque c'est lui qui n'est pas dans la maison. C'est eux qu'on va attraper d'abord. Et ils vont tout se couvrir. Et ils vont mettre ça sur la tête de l'autre. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui qui ont des caméras. On t'a vu le répétiteur sur la caméra rentrer dans la cuisine. Maintenant, on dit qu'il y a quelque chose dans la cuisine qui a disparu. La banque dit que ce n'est pas elle. Le chauffeur dit que ce n'est pas lui. Les enfants disent que ce n'est pas elle. On a vu le répétiteur rentrer dans la cuisine. Coupable idéal. C'est tout. Tu vas faire comment pour te sortir de là? Tu vas faire quoi là-bas? Ton travail se passe dans un cadre bien précis. Tu vas faire quoi là-bas? La répétition là, ça n'a rien à voir avec la cuisine de la maison. Tu vas faire quoi là-bas? C'est ça le truc. Il faut vraiment éviter ce genre de relation, ce genre de familiarité malsaine qui vous crée des problèmes pour rien. Est-ce que dites-vous bien que ce genre de familiarité malsaine, justement, peut porter préjudice à votre agence ou même à l'école? Parce que vous posez un acte, vraiment pas. Le parent a signé un contrat, non pas avec vous, mais avec l'agence. Si c'est dans l'école, il est client de l'école, il n'est pas votre client. Donc, ce qui se passe là, dans son amertume, dans son énervement, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire que monsieur un tel. Non. Il va dire l'agence XYZ là, c'est des salopards. L'école ABC là, c'est pas une bonne école. Point. Et rien que cette seule phrase là, ça fait une mauvaise publicité qui va courir et qui va très vite. Les mauvaises publicités vont plus vite que les bonnes publicités. Et ça porte préjudice à toute l'organisation. Ça porte préjudice à toute l'organisation où vous êtes employé. Et ça, c'est dommage. Donc, il faut absolument éviter ce genre de relation malsaine entre le répétiteur et le personnel de maison. Le personnel de maison a été embauché par la famille qui habite dans la maison. Vous n'êtes pas de la famille qui habite dans la maison. Vous n'avez absolument rien à voir avec le personnel de la maison.
Absolument. Je dis ça, bon, il y a certains échanges. Quand vous venez, vous n'avez pas encore vu l'enfant, il est où? On dit il est sorti, il va revenir. C'est des échanges très simples. Oui. Voilà, pour savoir comment vous allez vous organiser. Mais ça ne veut pas dire que, bon, ok, je vais m'asseoir, je vais attendre. Bon, ouvrez-moi le salon, je vais m'attendre. Eh, oh, viens m'allumer la télé là. Il n'y a pas du jus là, c'est moi du jus. Mon ami, il faut te calmer, Voilà, c'est ça. Oui, en dehors du salaire que le répétiteur perçoit, est-ce que vous pensez qu'il est professionnel de parfois demander des prêts auprès des parents de l'enfant qu'on encadre, ou est-ce qu'il est professionnel pour les parents, en dehors du salaire, d'offrir des cadeaux et des présents répétiteurs? Alors, d'un côté comme de l'autre, c'est des cas complètement différents. Oui. Le répétiteur qui demande une avance sur son salaire, bon, nous savons que l'enseignement est le parent pauvre dans les métiers. Donc, c'est pas évident, quand on ne fait que ça, c'est pas évident de pouvoir joindre les deux bouts. Le répétiteur qui demande une avance, sachant qu'il a un contrat de 10 mois, il vient de boucler 4 mois, et il demande que le mois prochain lui soit payé par avance. Bon, et Charles Betoy, lui aussi il a ses besoins, lui aussi il a ses défis. A priori, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est lui qui sait comment il gère son budget. C'est pas si vous voyez. Donc, il fait bien son travail. Tant que sa prestation est, entre guillemets, irréprochable, c'est son dû. Et si vous pouvez, si vous, le parent, le client, vous pouvez, vous le lui donnez, mais sans plus. Maintenant, s'il s'agit d'un problème personnel qui n'a rien à voir avec les répétitions, il ne s'agit même pas d'une avance. Peut-être qu'il a déjà été payé, mais il a d'autres problèmes, peut-être de santé ou quelque chose à régler, qu'il a besoin d'argent. Est-ce que dans ce cas, c'est professionnel de demander aux parents de l'enfant qui l'encadre? Le professionnalisme veut que chacun reste dans son carré. Maintenant, l'humanisme veut qu'on tende la main vers celui qui en a besoin. Bon, on va gérer ça comment? Question. Non, en fait, si là, on ne peut pas répondre à l'affirmative. Il n'y a que des si. D'accord? Tout est conditionné. L'affirmative, le professionnel n'a pas, l'enseignant à l'école n'a pas à aller demander de l'aide aux parents des élèves qui l'encadrent. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Déjà, ils sont beaucoup. Au minimum 25. Alors, si vous demandez de l'aide, ok, aidez-moi avec 50 000, aidez-moi avec 50 000. Bon, à la fin du tour, là, vous allez vous retrouver plus riche que les parents eux-mêmes. Ah oui, faites les calculs. Faites les calculs. Alors que, et puis en même temps, ça ne, vous savez, celui qui demande, c'est celui qui, entre guillemets, sous nos cieux, on dit qu'il se rabaisse. Il y a cette perception-là de la main qui reçoit et la main qui est en bas. Oui. Et donc, ça n'honore pas la perception qu'on a de votre personnalité. Je sais pas si vous voyez. Maintenant, il y a le parent lui-même qui est un humain et qui reçoit une demande de la part d'un autre humain. Vous savez, il y a une chose que moi je ne fais pas. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi. En fin d'année, on fait les dons, les orphelins, tout ça. Je déteste faire de la publicité de ce genre de choses. Celui que je vais aider là, je ne veux surtout pas que quelqu'un de l'autre côté sache que c'est lui que j'ai aidé. Enfin, je ne veux pas qu'on sache qu'il a été aidé. Moi, je vais l'aider. Point. Et j'oublie même que je l'ai aidé. Ça s'arrête là. Donc, le parent qui veut aider, ce n'est pas la peine de sortir tous les cymbales et les saxophones pour dire à tout le monde, vos parleurs, venez, oh, j'ai aidé quelqu'un. Oh. C'est parce que c'est eux qui parlent là. C'est là où on le sait. Celui qu'on a aidé là, il n'a pas envie qu'on le sache. Maintenant, une manière de le faire, c'est aussi de passer par la direction, par son employeur. Pour lui faire des cadeaux, des présents. Ça, c'est là où l'employé, bien le répétiteur vient demander. Oui. Donc, vous passez par son employeur pour que l'employeur sache que vous voulez répondre favorablement à sa demande. Je ne sais pas si vous voyez. À vous de voir la version qui vous sied. Mais si vous-même voulez lui faire un cadeau de manière désintéressée,
parce que vous aimez bien sa personnalité, vous aimez bien le travail, vous aimez bien les résultats que vous voyez, vous aimez bien comment il a transformé votre enfant et tout ça. Et au-delà de ce que vous lui payez de manière contractuelle, vous voulez lui faire des cadeaux en plus, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Bah, si le gars, vous voulez lui offrir une voiture, allez lui demander s'il a un garage. S'il n'a pas de garage, vous lui offrez une voiture. Alors, dites-nous très rapidement pour terminer ce qu'il faut faire lorsqu'un répétiteur a un comportement inapproprié. Ben, virez-le. Aussi simple que ça. Simple et clair. Virez-le. Aussi simple que ça. Maintenant, le comportement inapproprié dont il est question, ça va jusqu'où? Parce que si c'est des insultes, si c'est de la grossièreté verbale, si c'est de la violence verbale envers l'enfant, virez-le, tout simplement. En fait, voyez avec son employeur, virez-le. Donc, vous le virez de chez vous. Bon, maintenant, si l'employeur veut arrêter son contrat chez lui, ça n'engage que l'employeur. Ce n'est pas à vous de demander si c'est l'enseignant de l'école, pas à vous d'aller demander maintenant au directeur de l'école, je ne veux plus voir cet enseignant-là dans votre école. C'est pas toi qui l'as embauché. Engagé, oui. Quand même, voilà quoi. Donc, vous le virez. Maintenant, il y a des cas qui se passent où les répétiteurs débordent. Ils font vraiment du n'importe quoi. Ils font des gâchis pas possibles. Le summum, c'est quand on va engrosser le client en question, l'enfant. Ou alors, c'est quand il y a... Merci. C'est quand il y a des situations comme ça de violence. Ou alors, c'est quand il y a une relation poussée entre le répétiteur et un personnel de la maison. Ou bien, c'est quand il y a complicité ou vol ou agression, je ne sais pas moi, voilà, ce genre de situation, ben, portez plainte. Ne gardez pas ça pour vous. Portez plainte et laissez la justice suivre son cours. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Vous ne pouvez pas gérer ça vous-même, tout seul. Il faut aller vers les autorités compétentes pour que ça soit géré. Parce que là, ça dépasse le cadre contractuel du répétiteur. Ça devient un problème légal entre deux citoyens. Donc, il faut une instance juridique qui couvre tout ça pour venir régler ce problème-là. Plaignez-vous où votre droit sera entendu et faites respecter votre droit, quoi. Voilà. Peut-être que ce que vous venez de dire fera l'objet d'une troisième partie. D'accord. On ne sait jamais. D'accord. C'était ma manière de vous dire que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ah, déjà. Oui, déjà, on a dépassé même le temps. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes coach scolaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et à très bientôt. Oui, à très bientôt, chers auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Meshach Nyaro au micro. Au revoir.